Alors voilà, mon prochain invité, vous l'avez reconnu, il vient nous voir une fois par mois, on pourra venir plus souvent. Salut, Bernard Généreux. Bon matin, bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, en forme? En pleine forme. Bon, là, c'est fini, la Chambre des communes? Oui, la Chambre des communes, ça n'a pas été long, là. Ça a duré 2 semaines, là, mais quand même 2 semaines assez intenses, par contre. Mais comment ça se passe, Bernard, quand on arrive là, après une campagne électorale? Parce que c'est pas long, 2 semaines. Mais comment ça se passe, le retour? Parce que là, il y a des bureaux qui changent, il y a du monde qui change. Oui. Puis en plus, vous avez changé d'endroit parce que... moi, je n'ai pas changé de bureau. Je fais déjà 3 élections, je suis élu. Donc, ça va un peu par ordre d'ancienneté. Donc, moi, j'ai mon bureau sur la rue Wellington. J'ai un très beau bureau, d'ailleurs. Et, vos bureaux sont restés au même endroit? Oui, absolument, oui. Il y en a quelques-uns qui ont déménagé, bien sûr, mais de façon générale, les gens qui étaient déjà là ont assez gardé leur bureau. Mais la reprise à la Chambre des communes, c'est le discours du trône, évidemment. Et discours du trône qui maintenant s'est passé sur 2 édifices parce qu'on est dans l'édifice de l'Ouest et le Sénat est dans un autre édifice. Donc, c'est un peu... ça, c'est vraiment nouveau parce que, habituellement, il y a la masse qu'on appelle, ce qui est l'objet, qui est l'objet par excellence, là, si on veut, de la représentativité de la Chambre des communes. Il faut qu'elle ait... Cette masse doit être transportée au Sénat et revient pour dire que la reine est d'accord, la gouverneure générale donne le signal qu'on peut recommencer les travaux de la Chambre. Donc, tout ça, c'est comme une grande procession, si on peut, là, mais c'est quand même quelque chose de nécessaire. Ça fait partie de l'histoire canadienne, ça fait partie de nos façons de faire. Et donc, tout ça, ça s'est produit. Donc, il y a aussi la nomination du cabinet fantôme, dans lequel j'ai été nommé, avec beaucoup de fierté d'ailleurs. Et il y a toutes sortes de réunions. Puis là, est arrivée aussi, en plus, la démission de notre chef. Donc, ça a été 2 semaines très intenses. Les parties de Noël à travers de ça. Donc, beaucoup d'activités dans très peu de temps, là. Vous parlez du cabinet fantôme, parlons-en. Oui. Ça va être quoi exactement vos nouvelles responsabilités? En fait, il faut comprendre qu'il y a 36... D'abord, Bernard, j'aimerais ça qu'on explique c'est quoi le cabinet fantôme. Oui, c'est ça. Pour les gens qui sont moins familiers avec... il y a 36 ministères. Il y a 36 ministres dans le cabinet de M. Trudeau. Donc, à chaque ministre, il doit y avoir un critique. Ce qu'on appelle, dans le communiquant, un jargon, dans le jargon politique, c'est un critique qui va venir examiner ce que les ministres vont mettre de l'avant, que ce soit aux finances, que ce soit au développement économique, comme mon dossier à moi. Donc, puis c'est Mélanie Joly qui a été nommée au niveau du développement économique pour le Canada. Donc, vous aurez à critiquer Mélanie Joly. Oui, puis il y a pire que ça. Et la jolie Mélanie. Et la jolie Mélanie, il y a pire que ça dans la vie, mais de toute façon, je la connais depuis longtemps, là. Mais puis il y a Myriam Monsef qui est au développement rural, donc c'est les 2 éléments. Mais je vais être critique. Mais quand on dit un cabinet fantôme, le cabinet fantôme, essentiellement, c'est les 32 personnes qui se retrouvent à critiquer les gens qui sont en avant d'eux. Parce qu'on est 338 dans la Chambre des communes. C'est pas tout le monde qui a des ministères, c'est pas tout le monde qui a un portefeuille. Quand on dit d'avoir un portefeuille, c'est que Mme Joly, à Développement économique Canada, pour le Québec, elle a probablement 350 millions à dépenser par année. Donc, moi, mon objectif, ça va être de voir à quelle fin elle dépense ces sommes-là. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a à critiquer ou qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ou qu'est-ce qu'on pourrait proposer. D'ailleurs, on est dans un gouvernement minoritaire, donc ça nous amène à collaborer, je dirais, de façon beaucoup plus près, en tout cas les uns avec les autres. Et moi, j'ai des demandes très spécifiques pour le comté ici, avec lesquelles je veux partager avec Mme Joly, qui touche à la fois le développement économique et le développement touristique. Je parle, entre autres, des marinas. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel je veux absolument avoir une conversation avec elle. C'est prévu, d'ailleurs, au tout début janvier. Mais est-ce que ça nous avantage que vous ayez ce rôle-là à jouer? En fait, je pense que oui. Moi, je parle toujours de mon comté, Bernard. Personnellement, pour moi, en tant qu'individu, c'est un gain d'expérience très important que je vais faire parce que autour de la table du cabinet fantôme, c'est là que ça aussi se prennent les décisions de nos futures politiques qui vont alimenter notre prochaine campagne électorale. Donc, ça veut dire que moi, j'aurai mon mot à dire, ce qui n'était pas le cas avant. En tout cas, je pouvais le faire de façon indirecte. Là, je vais pouvoir le faire de façon directe. Donc, c'est un avantage, oui, pour la région, parce qu'il y a des éléments qui ressortent particulièrement dans le milieu rural dans lequel nous vivons. Il y a des éléments urbains comme Rivière-du-Loup, Montmagny, là, mais j'appelle ça mini parce que si on passe à Montréal, Toronto, bien sûr, on n'a pas les mêmes populations. Donc, on demeure quand même dans un milieu très rural. Et je pense que cette notion de la ruralité se doit d'être prise en compte dans les décisions, particulièrement au niveau des infrastructures. On dit souvent que le monde, actuellement, particulièrement du côté de M. Trudeau et des libéraux, l'argent va beaucoup dans les grandes villes, elle va très peu dans les régions. Alors, c'est un fait.
C'est prouvé, on est capable de le prouver avec des chiffres. Donc, puis là, il y en a des projets. C'est pas ça qui manque, là. Il y en a des projets dans la région. Ça fait qu'on devrait être là pour les soutenir dans ces projets-là. OK. Est-ce que ça va vous amener à intervenir plus souvent en Chambre des communes? Oui, sûrement. Ou plus des points de presse? Oui, absolument. Oui, absolument. Oui, absolument. Donc, c'est plus d'ouvrage un peu? Bon, en fait, plus d'ouvrage. C'est une occasion pour moi de démontrer mes capacités en termes justement de prendre ma place à l'intérieur de notre parti et de faire la démonstration que je suis capable de faire le travail aussi. Donc, si éventuellement on reprenait le pouvoir, ayant cette expérience acquise-là, ça me permettrait potentiellement, ou en fait, d'avoir une chance de devenir un ministre un jour. Puis d'avoir un ministère. Ben, c'est des processus qui sont très longs. C'est pas tous les jours qu'on est élu puis qu'on voit, c'est arrivé à Marie-Ève, puis je suis tellement heureux pour elle, mais c'est pas comme ça que ça arrive tout le temps. D'ailleurs, la dernière élection, Stephen Guilbeault vient d'être élu puis il est nommé ministre. Mais il y en avait qui avaient été élus bien avant lui, là, mais c'est toute une question de circonstances là-dedans aussi, bien évidemment. Là. Donc, puis Stephen Guilbeault, je suis en contact avec lui justement il est le ministre du Patrimoine et juste la roue à Godet à Saint-Roch-des-Aunais où j'interviens, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui de ce projet-là. Tu sais, j'étais pas, comment je pourrais dire, j'avais pas j'allais pas vers beaucoup les députés d'en face pour faire des demandes particulières. Je faisais ça par écrit, mais pas beaucoup en personne. Là, j'ai décidé que j'allais faire mes demandes en personne, j'allais discuter avec eux autres, m'asseoir avec eux autres, laisser la partisanerie de côté, puis de véritablement aller vers, de travailler de façon commune pour le bien commun de tout l'ensemble de la population régionale. Puis je pense que ça va être à l'avantage de tout le monde de faire ça aussi. OK. On prend de l'expérience, vous savez. Moi, je ne suis pas né de maire quand je suis devenu maire à la Pocatière. Je ne suis pas né député non plus. On apprend ça sur le tas, un peu, c'est un peu l'expression consacrée, mais ça reste que, avec l'expérience que j'ai acquise avec les années, puis là, je ne suis pas un gars gêné dans la vie, moi, là, ça fait que je suis capable de brosser. Vous êtes un homme d'affaires aussi de base, c'est ça qu'il faut mentionner. Alors, le fait d'être à l'économie, ça vous rejoint quand absolument, même. Totalement. Ça rejoint vos compétences. Ça rentre carrément dans mes cordes. Puis tout le monde municipal, là, j'ai mon nouveau collègue, Richard Lehoux de la Beauce, qui était président de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, avec lui, je vais partager beaucoup de choses parce que, écoute, il y a des rapports qui ont été écrits là-dessus, toutes sortes de choses. On va aller faire des recherches. Je rencontre d'ailleurs les gens de l'UMQ, la FQM, la FCM, toutes les associations municipales canadiennes et québécoises. Je vais rencontrer ces gens-là au mois de janvier. Moi, je vais aller m'enquérir du maximum d'informations. Je vais probablement faire une tournée à travers le Québec aussi pour aller voir les acteurs économiques un peu partout, pour aller voir comment ils sont servis par Développement économique Canada. Donc, ça va m'amener à poser des gestes que je n'aurais pas posés autrement. Donc, pour moi, c'est une grande... C'est de grande valeur, oui. Absolument, absolument. Donc, je remercie Andrew de m'avoir donné ce mandat-là, puis que je puisse prendre cette expérience-là aussi. C'est quelque chose qui me rend très heureux. Absolument. Parlant d'Andrew. Oui. Il a pris une grande décision. Absolument. Qui a surpris un peu tout le monde parce qu'il disait qu'il voulait rester en poste. Vous prenez ça comment? D'abord, au moment où vous l'avez appris, est-ce que vous voyez ça venir un peu? Parce qu'il voulait absolument rester jusqu'au Congrès, au début avril. Ouais. Il a décidé de partir avant, de se retirer avant. Il va rester député, c'est ce qu'il a mentionné. Ouais. Vous voyez ça comment, de départ d'Andrew Richer, et encore une course à la chefferie avec un parti minoritaire, un gouvernement minoritaire? Ça fait beaucoup de choses à... Oui, mais je vais vous faire un parallèle avec moi personnellement. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai 4 petits-enfants maintenant, et mon épouse là, va bientôt arrêter de travailler, mais elle travaillait depuis 28 ans au même endroit. On a vécu des hauts et des bas, nous, dans toute la période politique que j'ai vécue depuis 10 ans au fédéral et même quand j'étais maire. Là. C'est une implication qui demande, humainement, là, qui demande énormément de temps. Les gens ne réalisent pas. Puis un chef de parti, c'est encore plus, il voyage à travers le Canada. C'est pas juste dans son comté ou... c'est grand le Canada. C'est grand le Canada. Donc, il n'est jamais chez lui. Andrew a 5 enfants. Et le plus vieux a 14 ans, le plus jeune a 4 ans. Et quand il nous a appris la nouvelle, il nous a dit, écoutez, pour que je puisse continuer à donner 100 % de mon temps et 100 % de mon énergie, il faudrait que je mette une partie de moi-même de côté, puis ma famille, qui est ma famille. Et quand il nous a dit ça, on a compris, parce qu'il nous a expliqué que, puis là, je vous dis ça là, en toute liberté, là, je prends la liberté de vous le dire, c'est-à-dire, il nous a dit ça lorsqu'il a donné sa démission.
il a eu une conversation d'1 heure avec son fils de 14 ans, puis il a réalisé qu'il ne le connaissait pas. C'est pour vous dire, là. Et c'est dur, c'est exigeant, la vie politique. Extrêmement exigeant. Quand son fils est né, il a été élu l'année où son fils est né. 14 ans plus tard, il est chef d'un parti, puis il ne connaît pas son propre fils. C'est quand même incroyable quand on y pense. Donc, c'est devenu, avec les critiques évidemment qui s'accumulaient, c'est devenu pour lui un choix qu'il devait absolument faire, c'est-à-dire de retourner auprès des siens, d'avoir une vie un peu plus calme, puis de vraiment s'occuper de sa famille, parce que d'avoir des enfants puis de ne pas s'en occuper, c'est mieux de ne pas en avoir. Je veux dire, je pense que c'est important. La famille, c'est un élément fondamental. Et pour lui particulièrement, en plus, là, je veux dire, il y a 5 enfants, donc c'est comme le noyau familial est très important. Et il y avait une pression forte, Bernard, aussi. Il y a eu bien évidemment qu'il y a eu la pression. La réalité, c'est qu'il a fait des gains. On a fait des gains, là. On a gagné 1 million de votes de plus que... Oui, c'est ça que je comprends pas. Tous ces éléments-là, pourquoi qu'on met en question? La politique, c'est comme ça, Michel. Tu gagnes, tu es parfait, tu perds... En fait, ce qu'on voulait, nous, c'était minimalement d'avoir un gouvernement minoritaire. Malheureusement, il n'a pas été capable d'achever ce but-là. Et c'était le but de l'ensemble des conservateurs à travers le Canada. Il n'a pas été capable de livrer cette marchandise-là. Il y a 22 nouveaux députés. Là n'est pas le problème. Il y a 1 million de plus de votes de la part de la population. On connaît les chiffres. Absolument. Mais le but ultime, son but ultime et le nôtre était qu'il aille chercher le pouvoir. Les gens ont beaucoup accroché sur les 20 premières minutes du premier débat où on a parlé des raisons sociales d'Andrew, c'est-à-dire ses éléments, sa personnalité au niveau des éléments sociaux, des enjeux sociaux. Et c'est là que les gens, il n'a pas réussi, lui, à vendre le reste de son discours après ces 20 minutes-là, durant le reste de la campagne électorale. Parce que tout le monde, les journalistes, tout le monde se sont arrêtés à ces propos-là et n'écoutaient plus le reste. Ils n'étaient pas capables de vendre le reste, tu comprends? Donc, c'est un peu ce qui est arrivé. L'idée était déjà faite. Et soyons clairs, là, au Québec, on a perdu au net un député. En Ontario, on a fait 3 gains. Et l'Ontario, on pensait faire au moins 25 gains. Alors, c'est littéralement en Ontario qu'on a perdu les élections, pas au Québec. Donc, c'est ça la réalité. Mais il est allé chercher plus de votes que le Parti libéral. C'est quand même digne de mention. Absolument. Il a fait avancer le parti. Là. Il n'a pas fait reculer le parti. Soyons très clairs. Mais il a fait avancer le parti. C'est sévère, je trouve, qu'on juge sévèrement. Mais la politique, c'est comme ça. Que voulez-vous? Souvenez-vous que M. Landry avait démissionné avec 70 de votes de confiance, imaginez-vous. Ça mettait une barre aussi là, très, très haute pour Andrew, pour le mois d'avril. Il voyait cette barre-là diminuer à chaque jour parce que écoute, les critiques commençaient à fuser de toutes parts. On avait eu un très bon débat. Ça a duré 7 heures, d'ailleurs, à Ottawa, là, quand on est revenu, le caucus. Et les gens ont pu s'exprimer. Il est allé, très courageusement, il est allé recevoir des claques à la gueule, là, on va dire ça de même comme ici. Il aurait pu envoyer quelqu'un d'autre à sa place. D'ailleurs, ça lui avait été soumis d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place pour entendre ce que les gens, les candidats, les organisateurs, les membres du parti avaient à dire. Il est allé lui-même. Moi, je considère que c'est un geste très courageux, peut-être un peu naïf aussi, mais très courageux de sa part. Puis il l'a fait, mais il a réalisé aussi que la grogne n'était pas seulement au Québec, là, elle était partout à travers le Canada. Mais on est dans un gouvernement minoritaire. Absolument. On sait qu'un gouvernement minoritaire, souvent, ça 18 mois, 24 mois au maximum. La moyenne est 18, je pense. Bon. 19. On est dans une course à la chefferie au Parti conservateur. Il faut que ça se fasse vite. Il faut que ça se fasse vite. Vous voyez ça comment? D'abord, qui vous voyez? Parce que Bernard Laure a annoncé qu'il ne serait pas là. Mme Mulroney a annoncé qu'elle ne serait pas là. Vous voyez qui pour succéder? Il y a différents candidats qui s'annoncent, qui s'avancent un petit peu le nez. Là, en fait, plusieurs, on commence déjà à recevoir des téléphones, nous, évidemment, les députés. Les gens vont un peu à la pêche pour savoir s'ils pensent que c'est une bonne idée qu'ils se présentent, etc. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que il y a minimalement un Québécois qui va être sur les rangs, là, puis qui, évidemment, qu'il soit bilingue, de façon à ce qu'il puisse avoir une communication avec l'ensemble du pays, et vice-versa. C'est pas Maxime Bernier qui va revenir, là? Et vice-versa. Non, oublie ça, là. Et vice-versa, d'ailleurs, on ne le veut pas. Non, mais la question se pose quand même. Ben oui, absolument, mais regarde, on oublie ça, là. Mais et vice-versa, c'est-à-dire que les candidats anglophones
qu'il pourrait y avoir ailleurs au Canada, en espérant que ceux-ci seront bilingues pour être capables d'avoir la représentativité de l'ensemble absolument, du Canada. Ça, pour nous, c'est fondamental. Donc, avez-vous des noms en tête, Bernard? Non, non. Parce qu'il y a deux noms qui étaient pressentis, Bernard Lord. Bernard Lord aurait été. Mme Mulroney, j'ai oublié son prénom. Absolument. Là. Caroline Mulroney, elle a encore de l'expérience à prendre, si tu veux mon avis. Là. Je veux dire, elle fait un très bon travail en Ontario actuellement. Elle prend une bonne expérience. Mais c'est pas parce qu'on porte le nom. D'ailleurs, M. Trudeau a souvent été comparé à son père, mais beaucoup le comparent de façon en bas de son père. J'imaginais que vous alliez faire le parallèle. Donc, puis là, je ne suis pas en train de dire que Caroline est en bas de son père, mais je veux dire, c'est une question d'expérience aussi, là. Donc, mais écoute, il va y avoir des noms qui vont sortir, peut-être qu'on n'a même pas vu venir, là, qui vont sortir. J'ai vu un nom passer hier, Brian, je ne sais pas trop quoi, là. Je ne sais pas. M. McKay? Non. Ben, Peter McKay est un candidat. Mais Peter, vous en pensez quoi, M. McKay? Ben, c'est un excellent ministre. Il ferait probablement un très bon premier ministre. J'étais surpris de le revoir. Mais il ne parle pas français. Ouais. Il parle peu français. Il s'exprime là, de façon, je dirais, aléatoire en français. Est-ce que ça a été une faiblesse de M. Scheer? Ben, en fait, tu sais, quand on dit quelqu'un est bilingue, moi, je suis marié avec une anglophone, OK? Ben, je ne me considère pas bilingue, là, malgré que j'ai une très grande connaissance de l'anglais et vice-versa pour mon épouse maintenant, qui a une très grande connaissance de français. Mais malgré que ça fait 30 ans qu'on est ensemble, moi, je ne me considère pas comme bilingue. Quelqu'un qui est véritablement bilingue, c'est qu'il est aussi capable de penser en français et penser en anglais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire ce switch-là dans la tête quand on... Moi, j'écoute toujours les débats en anglais à Ottawa. Je parle toujours en anglais avec mes collègues anglophones. Je fais tout le maximum pour améliorer mon vocabulaire. Mais la façon d'être capable de réfléchir et de penser en français, ça prend des années de faire ça. Ça se fait pas en l'espace d'un coup de main, là. Donc, il faut... Quand on dit d'avoir quelqu'un de bilingue, c'est quelqu'un qui est aussi capable de penser en français. Et penser en français, ça veut dire que dans un débat où M. André Manjo-Scheer se fait poser une question sur l'avortement, il aurait pu très bien, aussi rapidement que ça, de dire à M. Trudeau, « Vous n'êtes pas pro-vie, vous? » Tu comprends? C'est d'être capable de retourner la question à quelqu'un d'autre aussi rapidement qu'on se le fait passer. C'est ce genre de réaction ou de réflexe là, qui se développe, ça prend du temps. Là. C'est pas, puis même moi, en anglais, aujourd'hui, j'entends des jokes, mais je ne les ris pas tout le temps de suite parce que c'est pas. Faut que je la repense en anglais. Je la traduis pas en français. Faut changer la plaquette de bord. Oui, c'est ça. Mais c'est pas évident à faire ça, tu sais. Bernard, le temps passe très vite. Oui. Je l'ai dit, ça prend 1 heure. Pardon? Ça prendrait 1 heure d'entrevue. Oui, mais on va penser à ça. C'est toujours selon vos disponibilités aussi. Là. Vous avez une heure chargée, il semblerait. Bernard, je veux juste, il nous reste à peu près 2 minutes, parler du déficit qui a été annoncé par le ministre des Finances hier. On avait avisé les gens, on avait avisé durant l'élection, regardez, il n'a pas tenu ses promesses de 2015 à 2019. Il parlait de 33 petits déficits de 10 milliards. Ça fait 30 milliards, ça. Il est arrivé avec 75 milliards de déficit. Hier, c'est 7 milliards de plus. Hier, c'est 7 milliards de plus. Là, il annonce déjà l'année prochaine un déficit de 28 milliards. Alors, est-ce que ça va être 35, 40? Mais parce que ce qu'on nous mentionne par rapport au PIB, c'est qu'on... Non, mais oubliez-moi le PIB. Il ne faudrait pas s'inquiéter. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Non, mais là, chez moi, le PIB, là, en fait, il se compare au pire. Il se compare au pire de la planète quand on est les meilleurs. C'est pas en se comparant au pire qu'on va devenir meilleur. La réalité, c'est qu'au niveau de l'économie canadienne actuellement, tourne rondement depuis 10 ans. Oui, on est en croissance économique depuis 10 ans. L'histoire nous a appris, puis je le répète à tous vos auditeurs, l'histoire nous a appris que ça finit par monter, puis à un moment donné, se flag. Puis la dernière fois où c'est arrivé, dans l'espace de 6 mois, on est tombé en récession. Alors, si on est pour tomber en récession, imaginez-vous le déficit qu'il va falloir qu'on accumule pour être capable de se ressortir de là. Écoutez, on devrait engranger de l'argent. Connaissez la fable de La Fontaine, là, la cigale et la fourmi? Bien, m'a dire une affaire, là. Fourmi, M. Trudeau, c'est pas une fourmi. Ça, c'est clair et net. Là. Il n'est pas en train d'engranger pour les mauvais jours. Ce qu'il est en train de faire, c'est de dépenser parce que l'argent coule à flot. Il dépense encore plus que ce qui rentre. Inévitablement, il va falloir faire des choix tantôt qui vont être responsables. On ne peut pas continuer comme ça. Là. Les économistes ont l'air à dire pas de problème. La réalité, là, c'est que les États-Unis d'Amérique sont en train de rêver le monde sur l'économie qu'ils ont. Un jour, ça va finir par arrêter. Là. Je ne voulais pas faire monter votre pression, surtout pas, monsieur. Non, puis en parlant de pression... Je vous laisse 30 secondes pour faire vos vœux pour les gens qui nous regardent. Oui, absolument. Alors, chers auditeurs, je remercie Michel et CMA TV, bien sûr, de donner l'occasion de vous souhaiter de joyeuses fêtes à tous
Vous savez, l'amour et la joie sont dans nos cœurs dans le temps des fêtes et j'espère vivement que tout le monde, vous pourrez partager de bons moments en famille parce que c'est véritablement très important, la famille. C'est le noyau c'est le noyau de nos vies. Il faut en prendre compte, il faut en prendre soin. Alors, joyeuses fêtes à tous et merci beaucoup de votre appui encore cette année. Ça a été très, très apprécié. Michel, merci Bernard. Joyeuses fêtes à toi. Joyeuses fêtes à toute ta famille. Merci beaucoup. Et on se retrouve en janvier pour poursuivre et débattre de ces sujets tellement fascinants. Mais 40 minutes, 45. On va regarder ça. Merci Bernard Généreux.